Bon, midi 3, je pense on peut lancer officiellement ce webinaire. Donc, je pense on l'a déjà dit. Bonjour à tous et à toutes, évidemment. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire sur la loi 25, gestion des données personnelles, consentement, ce que vous devez absolument savoir. Bon, je dois quand même commencer par vous faire une petite confidence. On sait que c'est un sujet d'actualité que vous attendiez, mais nous, quand on a décidé d'organiser ce webinaire et qu'on a mis en titre Loi 25, on n'était pas sûr d'attirer beaucoup de monde. Et pourtant, on est déjà presque 200 personnes dans ce webinaire, donc ça connaît beaucoup de succès. On a décidé avec Atypique, KPMG et nous, Odonet, d'allier nos expertises pour vous offrir un webinaire qui a quand même trois objectifs. En tout cas, c'est trois objectifs qu'on espère. Le premier, c'est vous rassurer sur ces changements qui s'en viennent. Aussi vous aiguiller vers les points qui vont être prioritaires et qui vont vous concerner vous en tant qu'organisme à but non lucratif. Et puis aussi être en capacité de voir les opportunités que ça présente avec la mise en application de cette loi 25. Alors au menu ce midi, et on peut passer à la slide suivante. Donc on va commencer par une présentation des différents animateurs du webinaire. Et puis par la suite, on va faire d'abord un survol du contexte législatif, que ce soit au Canada, au Québec ou encore à l'international. On va ensuite partager avec vous les impacts de l'entrée en vigueur de la loi 25 et voir un peu ce que ça va changer pour vous. On vous parlera également en quoi est-ce que vos outils de base de données vont pouvoir vous supporter dans ces évolutions-là et en quoi ça va devenir un centre de gestion des consentements. On a aussi voulu avoir du concret dans ce webinaire et donc on fera également des mises en situation et puis également on vous partagera notre top 10 des actions à prendre dès maintenant. On conclura ce webinaire et on se gardera une trentaine de minutes pour répondre à vos questions. Alors, concernant les questions que vous allez avoir, je vous invite non pas à les poser dans le chat, mais que vous utilisez tous actuellement, mais à les poser dans le petit onglet questions. Ça nous permettra de pouvoir centraliser ça et puis de pouvoir rebondir dessus rapidement. Et pour répondre à une question qu'on vient d'avoir dans le chat, oui, la présentation est enregistrée et on vous la partagera à l'issue du webinaire. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va prendre donc le temps de présenter nos organisations. Isabelle, est-ce que tu veux nous parler d'Atypique? Ben oui, brièvement. Donc, Atypique, on est une compagnie de communication, marketing. En fait, on est 360, comme on appelle ça. Là. Donc, plusieurs expertises. Bon, évidemment, marketing relationnel, développement philanthropique, mais aussi identité de marque, design, de la com, du contenu, de l'événementiel, gouvernance, accompagnement. Du numérique, du télémarketing, de la stratégie. Donc, bref, une firme très complète. Mais ce qui nous distingue, c'est qu'on ne dessert que des causes. Donc, aucun client commercial, uniquement que des causes. Et donc, ça va bientôt faire 23 ans qu'on travaille avec toutes nouvelles causes. Merci beaucoup, Isabelle. Côté Odonet, pour y aller dans l'ordre des logos. Donc nous, pour ceux qui ne nous connaissaient pas encore, on est éditeur et intégrateur du logiciel CRM Odonet. Et comme Atypique, on est spécialisé auprès des organismes à but non lucratif, que ce soit des associations professionnelles, des ordres, des fondations, des institutions culturelles ou encore des établissements d'enseignement supérieur. Nous sommes un groupe international. On existe depuis 20 ans. Et on a une raison d'être qui est d'aider les organisations à se consacrer à leur mission et à développer une relation unique à l'autre. Donc, ce qui permet de voir que la notion de renseignement personnel est au cœur de ce qu'on va gérer auprès de ces organismes-là. Et on est présent au Québec depuis maintenant 14 ans. Donc, je peux y aller au niveau de KPMG. Donc, plusieurs connaissent KPMG. On est un cabinet comptable principalement et axé en fiscalité et en services conseil à l'échelle mondiale. Nous, principalement, la raison pour laquelle on est présent aujourd'hui, c'est qu'on œuvre dans le département de services conseil, notamment en cybersécurité,
et en gestion des risques technologiques, protection des renseignements personnels. Donc, c'est la raison pour laquelle on est présent aujourd'hui parce qu'on accompagne autant les entreprises privées que les organismes à but non lucratif ou des associations à assurer leur mise en conformité spécifiquement en lien avec la nouvelle loi 25, le sujet de l'heure aujourd'hui pour lequel on est présent. Merci Virginie. Et donc, on va passer à la présentation de vos intervenants aujourd'hui. On recommence par Isabelle. Donc, rapidement, bonjour, je suis Isabelle Scipio, je suis vice-présidente chez Atypique. Donc, j'ai un parcours à la fois commercial. En fait, j'ai travaillé 19 ans dans le commercial chez Cossette. Donc, j'ai travaillé sur des grands comptes, là, Bell Canada, du Pharma, du Hydro-Québec, SAQ Inspire. Donc, toujours des grands écosystèmes, mais avec une forte expertise en marketing relationnel. Et j'ai fait le saut vers la philanthropie il y a maintenant plus de 4 ans. Donc, on a tous notre petite crise de quarantaine, on prend des décisions comme ça, puis je suis vraiment contente d'avoir fait ce saut-là. Et puis, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais poursuivre, je crois qu'on n'est pas dans l'ordre où c'est affiché. Donc, Jacques Lucier, je suis chez Atypique depuis 11 ans maintenant. Et je suis ingénieur de formation. À un moment donné, j'ai fait une parenthèse professionnelle et j'ai voulu explorer le monde des OSBL, des ONG. Et finalement, la parenthèse a duré plus longtemps que prévu. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Et puis, c'est ça, j'ai découvert un monde multitâche qui m'a rallié aux causes. Et puis, mon terrain de jeu actuel, c'est tout ce qui touche les bases de données, les bonnes pratiques, les analyses, l'utilisation de tout ça, les CRM et tous les environnements numériques, tout ce qui est bonnes pratiques aussi en termes de données personnelles, mais aussi de sécurité informatique. Puis évidemment, j'ai aussi, de par ma formation aussi, toute une formation en réseautique, donc ce qui me permet de concilier entre la réalité client et parfois la réalité technologique là, de certains fournisseurs. Donc, voilà. Merci Jacques. Pour ma part, donc Michael Novik, directeur général de Donet au Canada. Je suis chez Donet depuis maintenant 10 ans, quasiment jour pour jour. Et de mon côté, j'ai la responsabilité d'assurer le développement de Donet au Canada, mais aussi d'accompagner et de conseiller nos clients dans l'utilisation optimale de leur base de données CRM. J'ai aussi eu la chance, au cours des 4 dernières années, de vivre les changements législatifs qu'il y a eu autour des données, que ce soit au Canada avec la loi C28 ou aussi en Europe avec la réglementation générale sur la protection des données dont vont parler Virginie et Camélia tantôt. Et moi j'ai pas fait ma crise de la quarantaine, j'ai pas attendu 40 ans pour faire ma crise de la quarantaine et m'impliquer avec les OBNL, et je suis également très heureux de pouvoir co-animer ce webinaire avec vous. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Camélia et je suis conseillère protection des renseignements personnels, gestion des risques technologiques chez KPMG depuis maintenant bientôt 1 an. Puis j'ai un background juridique, donc je suis avocate. Puis au quotidien, moi, mon rôle en fait, c'est de comprendre et d'opérationnaliser les exigences législatives au sein des entreprises. Puis, donc voilà, tu sais, ça peut être des exigences législatives d'Europe, canadiennes, mais en ce moment, c'est vraiment les exigences de la loi 25 qui m'occupent. Super. Si je peux poursuivre, Virginie Bernier, je suis conseillère principale chez KPMG depuis maintenant un peu plus de 15 mois. J'ai également un background légal, donc je suis avocate de formation. J'ai œuvré dans différents cabinets en droit des affaires et j'ai également œuvré à titre de gestionnaire dans une entreprise privée au Québec. Donc, comme Camélia l'expliquait, ce qui occupe actuellement nos journées ou nos activités principales chez KPMG, c'est vraiment accompagner les entreprises ou les organisations dans leur mise en conformité. Et la loi 25 est le sujet de l'heure. Donc, on pourra vous détailler un petit peu plus son contenu puis les exigences que vous devez comprendre et
appliquer dans vos organisations. Donc, sans plus tarder, j'inviterais Mylène, si tu peux me mettre la diapositive suivante dans laquelle je vais vous expliquer un peu le contexte de la protection des renseignements personnels. On vous a présenté ici un peu une carte du monde pour essayer de vous identifier dans un contexte global la protection des renseignements personnels, qu'est-ce que ça a l'air dans le monde entier. On voit qu'on a identifié certaines régions du monde où il y a effectivement plusieurs juridictions qui ont légiféré sur la protection des renseignements personnels. Depuis les dernières années, au Québec notamment, on le sait que c'est un sujet très d'actualité. Les gens sont de plus en plus conscients et accorde beaucoup d'importance à la protection de leur renseignement personnel. Et on peut voir par cette map ici présente qu'il y a beaucoup d'organisations, de juridictions qui légifèrent. Je vais me concentrer peut-être un peu plus au niveau du Canada parce que c'est un peu plus ces lois-là qui nous concernent. Le Canada a effectivement une loi fédérale qui est la loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques. Qui légifère vraiment sur l'entièreté du Canada, à l'exception des provinces qui ont elles-mêmes décidé de légiférer au sujet de la protection des renseignements personnels. Il y en a 3 pour le moment. Donc, il y a la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec, bien entendu, qui ont leur propre loi par rapport à la protection des renseignements personnels des individus dans leur province. Sachez qu'il y a également l'Ontario qui est en pourparlers pour justement développer un projet de loi pour justement eux aussi légiférer à ce sujet-là. Donc, on voit que c'est un sujet qui est très d'actualité. Le projet de loi 64, qui est un peu l'essence qui a mené à la loi 25, a été discuté dès juin 2020. Donc, puis ça l'a fait couler beaucoup d'encre parce que ça a duré un peu plus d'1 an au niveau des discussions, des nouvelles lois, des nouvelles articles qui avaient été proposés, modernisés. Il y a également eu beaucoup d'amendements. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que ça l'a amené à l'adoption de la loi 25 en septembre 2021. Et sachez que le projet de loi 64 s'était inspiré beaucoup du RGPD, comme l'a mentionné tout à l'heure Michael. Le règlement général de la protection des données est entré en vigueur depuis déjà 4 ans. Donc, on a la chance, en fait, de pouvoir s'inspirer un peu de qu'est-ce que les organisations du côté européen ont pu faire ou ont pu mettre en place pour justement essayer d'accompagner au mieux les entreprises québécoises qui doivent également se conformer aux nouvelles exigences de la loi 25. Donc, si on peut passer à la prochaine diapositive. Je vous mentionnais effectivement qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé là, par rapport au projet de loi 64. Qui maintenant a rendu la loi 25, qui a récemment été adoptée le 21 septembre 2021. Et sachez que Camélia va vous l'expliquer dans quelques secondes, mais l'entrée en vigueur des dispositions qui ont été adoptées, ça va se faire sur une séquence de 3 ans. Je vais laisser Camélia poursuivre avec la prochaine diapositive. Merci. Donc, effectivement, ici, on voulait simplement vous illustrer cette entrée progressive qui est sur 3 ans. Donc, vous dire de ne pas paniquer. Vous avez encore le temps de mettre en place des exigences, particulièrement parce que le cœur des exigences, c'est en 2023. Donc, vous avez 2 ans pour vous y conformer. Puis, là, je sais que vous voyez beaucoup de thèmes sur cette diapositive. Malheureusement, on ne pourra pas tous les aborder. Donc, on en a sélectionné quelques-uns qui sont d'intérêt pour vous. Puis voilà, donc on espère que ce sera tout de même intéressant. Puis n'hésitez pas à poser vos questions sur les différents thèmes dans le chat pour qu'on puisse les aborder plus en profondeur à la fin, comme Michael a mentionné en fait. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. OK, bon, en fait, on voulait vous dire donc pourquoi vous devez vous en préoccuper. Donc, on a établi 3 éléments principaux. Donc, tout d'abord, c'est vraiment les risques qui sont liés à la réputation. Donc, on a tous vu des organismes, des entreprises faire les manchettes parce qu'ils ont vécu un incident de cybersécurité. Puis, je suis certaine que ce n'est pas le genre de publicité que vous voulez avoir, particulièrement pour ne pas miner la confiance de vos membres ou encore, j'imagine que vous avez des projets qui nécessitent des subventions gouvernementales. Donc, vous ne voulez pas nécessairement que votre crédibilité soit impactée par un incident de confidentialité.
Ensuite, ça c'est bien important quand même, c'est les amendes qui sont assez considérables. Donc, la loi prévoit des sanctions pénales, des sanctions administratives, puis aussi des dommages et intérêts punitifs, dans la mesure où il est possible de démontrer que l'atteinte a été causée par une négligence grossière ou intentionnelle. Puis, finalement, on a identifié que la capacité de la CAI à faire respecter la loi. D'abord, la CAI, c'est la Commission d'accès à l'information, juste parce que je vais l'utiliser beaucoup. Mais la CAI a un vaste pouvoir d'enquête. Donc, on voit vraiment que cette loi vient responsabiliser les entreprises et les organismes. D'un autre côté, vient mettre de l'avant les intérêts des individus. Donc, c'est vraiment c'est vraiment sous ce regard qu'on doit regarder cette loi puis l'analyser. Donc, j'inviterai maintenant Jacques à définir qu'est-ce qu'un renseignement personnel. Oui, tout à fait, parce qu'avant même d'entrer dans plus de détails, c'est super important de le faire. Donc, le renseignement personnel, dans le fond, c'est une donnée qui permet d'identifier un individu d'une façon directe ou indirecte. Là, je vais vous citer, je vais vous lire d'ailleurs la définition de la Commission d'accès à l'information parce qu'elle est plus longue que ça. Donc, les renseignements personnels sont ceux qui portent sur une personne physique et permettent de l'identifier. Ils sont confidentiels, sauf exception, ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée. Donc, comme on peut voir ici sur le diapo, un nom, un prénom, une photo, une vidéo, un extrait sonore, un courriel, un numéro de téléphone permettent d'identifier. Parfois, des fois, ce n'est pas juste un seul homme, mais une combinaison de ceux-là qui peuvent permettre d'identifier quelqu'un. Puis il y a aussi une autre notion qui est la notion de renseignement personnel sensible. Dans le fond, ça, c'est un sous-élément des renseignements personnels. Puis un renseignement personnel sensible, je vais encore vous lire la définition de la CAI, c'est-à-dire c'est un renseignement personnel qui est considéré comme sensible lorsque, par sa nature, notamment médicale, biométrique ou autrement intime, ou en raison de son contexte d'utilisation ou de sa communication, qui suscite un haut degré d'atteinte raisonnable en matière de vie privée. Donc, ces renseignements-là, notamment, on a en tête toutes les données qui sont bancaires, ça, on est familier avec ça, mais sachez aussi qu'un numéro d'assurance sociale, un numéro de passeport, des données médicales, des données génétiques, tout ça, ou même des orientations, que ce soit politiques ou sexuelles, etc. Ce sont tous des renseignements sensibles. Puis même plus proche de nous, avec la pandémie, le code QR le code QR vaccinal, c'est un renseignement qui est considéré comme sensible. Donc, on le définit comme ça parce que ça peut venir des vols d'identité, des vols en argent aussi, puis ça peut créer des préjudices aux individus s'ils sont divulgués. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre grand soin quand on les manipule. Et dans certains cas, il y a même des restrictions qui sont technologiquement en place là, pour préserver ça. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. OK, donc on va vraiment entrer dans le vif du sujet maintenant. Donc, juste deux petites mentions préliminaires. Donc, d'abord, moi, je vais vous parler des nouvelles exigences amenées par la loi, alors que Virginie va vous mentionner les exigences qui étaient déjà en place, mais par l'entrée en vigueur de la loi 25, elles deviennent plus contraignantes, donc plus strictes. Donc, allons-y. Oui, puis je voulais vous prévenir aussi que c'est vraiment un survol, donc n'hésitez pas à mettre vos questions. Donc, le responsable. En 2022, vous devez mettre en place un responsable de la protection des renseignements personnels au sein de votre entreprise. Puis, par défaut, cette personne, c'est la personne qui détient le plus haut degré d'autorité au sein de votre entreprise. Par contre, c'est aussi une fonction qui peut être déléguée. Donc, vous pourriez très bien le déléguer à une personne qui connaît bien les opérations. Puis, d'ailleurs, à différencier avec le RGPD, c'est que dans le RGPD, cette personne doit avoir une certaine scolarité, un certain background, alors qu'au Québec, on n'exige rien de tout ça. Donc, voilà. Puis, cette personne, elle a vraiment un rôle central dans la protection des renseignements personnels, donc autant à l'interne, parce qu'elle doit veiller à ce que les mesures, les directives, puis
les politiques soient mises en place, mais aussi à l'externe dans le public facing. Donc, dans votre politique, par exemple, sur la notice de confidentialité, il va devoir avoir les coordonnées du responsable pour que les gens puissent le contacter s'il y a une demande ou une plainte. En 2022, toujours, donc, vous devez mettre en place pour les incidents de confidentialité, vous devez mettre en place un registre des incidents de confidentialité qui va répertorier autant les incidents mineurs que majeurs, mais je vais laisser Michael vous expliquer plus tard l'étendue du registre parce que je sais qu'il va en parler, donc je vais pas faire ça répétitif pour vous. Puis, un autre aspect aussi sur les incidents, c'est qu'on doit déclarer à la CAI un incident qu'on soupçonne pouvoir causer un préjudice sérieux aux gens touchés. Donc, on doit prévenir non seulement la CAI, mais aussi les personnes concernées. Pour ce qui est des procédures et politiques, donc ça, vous avez jusqu'en 2023. Donc, vous devez mettre en place des procédures, des politiques, des directives qui vont encadrer tout le cycle de vie des renseignements personnels. Donc, puis ça pourrait être, par exemple, d'établir les rôles et responsabilités des employés tout au long du cycle de vie des renseignements personnels, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi d'établir un processus relatif aux plaintes et aux demandes. Donc, ça, c'est une précision que je voulais apporter, mais maintenant, la loi prescrit un délai. Donc, si, par exemple, il y a une plainte concernant, pas une plainte, mais une personne demande d'avoir accès à ses renseignements personnels, vous avez un délai de 30 jours pour y répondre. Puis, bon, c'est sûr qu'il y a des exceptions, là, comme dans toute loi. Puis, vous devez aussi établir un processus de formation et de sensibilisation pour vos employés. Donc, bref, ça, c'est les encadrements qui devraient, au minimum, être mis en place d'ici 2023. Pour ce qui est de la destruction et l'anonymisation des renseignements personnels, donc, une fois que les finalités pour lesquelles les renseignements personnels recueillis ont été atteintes, vous devez absolument détruire les renseignements personnels. Par contre, la loi prévoit des exceptions. Donc, différentes lois, en fait, prévoient des exceptions. Par exemple, vous êtes avocat, puis vous devez conserver les dossiers de vos clients 7 ans. Mais sinon, vous devez les détruire. Et la loi prévoit aussi de les anonymiser. Donc, le fait d'anonymiser, ça se fait simplement pour les OBNL, pour les organismes publics, en fait. C'est sous la condition d'être dans l'intérêt de l'ordre public. Et pour les entreprises, c'est un intérêt légitime et sérieux. Puis, finalement, pour cette diapo-ci, vous devez effectuer des EFVP. Donc, des EFVP, c'est des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, qu'est-ce que c'est en gros, là, vraiment sommairement? C'est le fait de... vous allez identifier les risques que suppose, par exemple, l'implantation d'un nouveau CRM et vous allez établir les mesures mitigatrices. Donc, comment vous allez faire pour répondre à tous les risques qui ont été identifiés. Puis, les EFVP doivent être obligatoirement faits pour tout projet d'acquisition, de refonte et de développement de systèmes informatisés et aussi pour les communications qui sont... pour les communications de renseignements personnels effectuées hors Québec. Puis aussi, ça c'était déjà en place, mais pour les données biométriques, donc vous avez un projet biométrique, vous devez effectuer une EFVP aussi selon les lignes directrices de la CAI. On peut passer à la diapo suivante. OK. Dans votre notice de confidentialité, j'ai cru comprendre que Jacques allait expliquer le contenu de la notice de confidentialité à la fin, si je ne me trompe pas. Oui, sans rentrer dans les détails, mais donner le squelette. OK, parfait. Mais en fait, moi, l'aspect sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est que votre avis doit être compréhensible. Ça ne peut pas être du charabia d'avocat ou du charabia juridique. Il faut absolument qu'un enfant, par exemple, un ado, par exemple, de 13 ans puisse comprendre le contenu de votre notice de confidentialité.
Comme j'ai dit, on veut vraiment mettre au centre les droits de l'individu. On veut que l'individu puisse comprendre les finalités pour lesquelles ces renseignements personnels sont recueillis. Donc, nécessairement, il faut que ce soit écrit dans un langage compréhensif. Un nouveau droit également, c'est la prise de décision automatisée. Donc, normalement, je vais donner un exemple. Par exemple, vous faites une demande de carte de crédit, puis la banque vous dit « OK, parfait, réponds à ce questionnaire », puis à la fin de ce questionnaire, on vous refuse la carte. Maintenant, on doit donner à la personne les motifs du refus à sa demande, évidemment, puis la possibilité de contester et de faire un processus de révision après cette contestation. Et donc, voilà, donc, je pense que ça fait le tour pour la prise de décision automatisée. Pour ce qui est de la confidentialité par défaut, donc, par défaut, les paramètres d'une technologie que vous mettez à la disposition de vos clients, de vos utilisateurs, les paramètres doivent être au plus haut niveau de confidentialité. Donc, tout ce qui sert à identifier, faire du profilage, géolocaliser, vous devez absolument les désactiver. Puis ça me fait penser à une histoire qui s'est passée tout récemment, mais je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire Tim Hortons, où Tim Hortons avait utilisé en fait une technologie de géolocalisation, puis avait suivi les déplacements des gens qui avaient téléchargé l'application. Puis, en fait, ça s'est fait de manière très vicieuse parce que même si l'application n'était pas ouverte, les déplacements étaient suivis. Donc, les autorités de la protection des renseignements personnels de 4 régions ont décidé d'émettre des recommandations. Donc, Tim Hortons s'en est bien sorti, mais vous voyez à quel point ça peut attirer les regards puis faire de la mauvaise publicité. Pour ce qui est du droit à la portabilité, pour faire simplement, en fait, c'est le droit que vous avez de demander à une institution de vous partager les renseignements personnels qu'elle détient sur vous dans un format informatisé couramment utilisé. Donc, puis, pas que ça, en fait, vous pouvez lui demander de vous les fournir à vous, mais vous pouvez aussi demander de les fournir à un tiers. Donc, c'est une exigence qui va être, je crois, assez complexe peut-être pour les entreprises à mettre en place, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que, comme vous voyez à l'écran, vous avez jusqu'en 2024. Donc, voilà pour mon côté pour les nouvelles exigences. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Bon. Virginie, à toi. Tu es sur mute. Merci. Donc, excusez, pour l'instant, je vais juste faire un survol, comme vous allez voir, des exigences qui existaient déjà, mais qui sont devenues un petit peu plus contraignantes avec l'adoption de la loi 25. Puis, sachez que vous aurez accès à la présentation par la suite, donc vous pourrez prendre connaissance en détail là, des différentes exigences dans son ensemble. Donc, notamment au niveau des nouvelles restrictions, des nouvelles exigences plus contraignantes, on parle notamment d'avoir un niveau de transparence lors de l'utilisation des renseignements personnels que vous recueillez chez des individus, c'est-à-dire de vous assurer qu'ils comprennent réellement le pourquoi vous les recueillez, à avoir une notice de confidentialité qui est claire, qui permet de comprendre dans un langage facile de compréhension et non pas dans un langage trop légal l'utilisation que vous allez en faire. Il faut également que vous donniez accès aux renseignements qui vous sont partagés dans le cas de devoir faire une rectification de ces renseignements-là ou seulement de vouloir parfois retirer un consentement. Donc, il y a un niveau d'accessibilité qui doit être rehaussé pour les individus concernés lors d'une collecte de renseignements personnels. Au niveau de la conservation également, là, j'ai vu quelques questions passer dans les questions, dans le chat. Là. On va essayer de répondre au mieux à toutes les questions. Il y en a eu quand même déjà beaucoup, mais effectivement, au niveau de la conservation, il y a différentes dispositions de d'autres lois qui viennent imposer un délai de conservation précis selon le type de données que vous recueillez. Donc, c'est pour ça qu'il sera important pour les organisations d'avoir une classification de
leurs données et également de pouvoir avoir un calendrier de conservation clair et défini selon le type de renseignement que vous avez dans vos bases de données pour justement appliquer les bons délais de conservation. Et une fois que le délai de conservation de la loi précise arrive à échéance, il faut soit les détruire ou parfois il peut y avoir d'autres éléments qui font en sorte que vous avez le droit de les conserver un petit peu plus longtemps, notamment dans le cadre de vos besoins d'affaires. Si vos besoins d'affaires justifient le fait que vous pouvez les conserver, vous devez les conserver selon le délai qui est respecté par cette justification-là. Et finalement, au niveau du consentement, mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans les 2 prochaines diapositives. Donc, je vais essayer de couvrir l'essentiel de cette exigence-là là, un peu plus en détail dans la diapositive 14. Si on va à la diapositive 13, maintenant, il y en a d'autres également qui sont énumérées sur cette diapositive-là au niveau des exigences qui deviennent plus contraignantes. On parle de limitation de la finalité, c'est-à-dire que la loi requiert dorénavant un petit peu plus de restrictions au niveau de ce que vous collectez. Donc, vous ne pouvez pas collecter plus large que le besoin initial pour lequel vous collectez les renseignements. Ça doit être vraiment collecter le minimum de renseignements personnels requis pour pouvoir effectuer vos activités de traitement. Il faut également assurer une bonne sécurité des renseignements personnels et ça tout au long de la conservation des renseignements. Donc, l'article par rapport à la sécurité des renseignements personnels n'a pas changé du tout. Là. C'est pratiquement la même chose, sauf que ça fait juste venir renforcer le fait qu'il doit y avoir des mesures de sécurité et des contrôles qui sont mis en place par les organisations pour assurer cette protection-là de vos renseignements personnels. Camélia l'a mentionné tout à l'heure également qu'il faut coopérer avec la Commission d'accès à l'information et également pour tout type d'incidents de sécurité ou de confidentialité qui peuvent survenir. Si on passe maintenant à la diapositive 14, c'est là où j'essaie de vous expliquer un peu plus en détail en lien avec le consentement. J'ai vu plusieurs questions par rapport au consentement, donc je vais essayer d'être le plus clair possible pour essayer de répondre au plus de questions possibles. N'hésitez pas à les reposer si jamais vous en avez des nouvelles qui surviennent. En fait, on a essayé de vous le présenter d'une manière énumérer un peu les critères, c'est-à-dire le pourquoi, en fait, qu'un consentement, au niveau du consentement, ça prend... Il faut que vous déterminiez adéquatement les fins pour lesquelles vous recueillez les renseignements personnels. Donc, au moment où vous demandez le consentement, il faut vraiment que les fins soient déterminées d'avance, avant même que la collecte soit faite. Il faut également que le consentement soit concomitant au moment où vous recueillez les renseignements personnels. Donc, vous devez le recueillir au même moment où les renseignements vous sont acheminés. Et il y a certaines exigences relatives à l'obtention du consentement qui nécessitent notamment de préciser aux individus concernés par la collecte de renseignements, mais c'est quoi les fins pour lesquelles vous les collectez? C'est qui les utilisateurs? C'est qui les gens dans votre organisation ou qui vont avoir accès à ces renseignements-là et pour quelles raisons ils vont y avoir accès? Donc, vraiment spécifier et être un peu plus transparent, en fait, par rapport aux individus. Également, il faut mentionner dans un avis les moyens par lesquels la collecte est effectuée. Il faut donner des droits d'accès, des droits de rectification, également des droits de retirer son consentement, comme on l'a précisé précédemment, et également si jamais les renseignements personnels que vous collectez et pour lesquels vous obtenez un consentement sont transférés à des tiers ou sont transférés à l'extérieur du Québec, il faut que vous assurez qu'il y aura une évaluation des facteurs relatifs qui sera faite. Et c'est effectivement, je ne me rappelle pas du terme qui avait été demandé tout à l'heure, mais une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été expliquée tout à l'heure par Camélia. C'est vraiment de faire un survol du fournisseur vers qui ou du tiers vers qui vous envoyez les renseignements pour vous assurer que les mesures de protection qui sont mises en place par ce fournisseur-là sont adéquates et vont faire en sorte que les renseignements que vous allez lui communiquer seront bien protégés, comme si elles étaient restées dans vos propres organisations. Donc, ça, c'est vraiment les exigences pour obtenir un consentement qui est considéré comme étant valable. Puis, c'est sûr qu'il peut survenir des situations où, justement, les finalités pour lesquelles vous aviez collecté les renseignements personnels initialement, bien, en cours de route, ils peuvent changer. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui arrive avec le consentement que vous avez obtenu? Bien, c'est sûr que ça se peut que la nouvelle finalité pour laquelle
vos renseignements seront utilisés, ça se peut qu'ils soient déjà couverts par une exception de la loi. Il y a des exceptions qui sont précisées dans la loi 25 qui viennent dire, bien, advenant le cas où la finalité initiale pour laquelle j'avais collecté des renseignements personnels change, ben j'ai des exceptions qui me permettent de pouvoir les utiliser à d'autres fins et voici les exceptions. Je n'entrerai pas en détail dans les exceptions, mais elles sont vraiment précisées à l'article 12 de la loi, les différentes exceptions qui s'appliquent. Ça se peut également que vous ayez manifestement à devoir demander un nouveau consentement parce que justement, c'est pas couvert par une exception. Donc, dans ce cas-là, vous demandez un nouveau consentement tout simplement. Ou par contre, si, dans une autre circonstance, si la finalité initiale de collecte était pour collecter des renseignements personnels sensibles et que là, la finalité change au cours de l'activité de traitement pour laquelle vous la faites, bien, vous devrez aller demander pour ce type de renseignement-là précisément, il faut que vous ayez un consentement qui est express. Donc, vous devrez aller retourner vers les individus concernés par ces renseignements personnels sensibles-là et leur demander un consentement express. Puis quand on parle d'un consentement express, c'est vraiment un consentement qui est volontaire et c'est une action positive qui est posée par l'individu. C'est-à-dire un exemple banal, c'est il va venir cocher la case disant qu'il vous autorise à utiliser ces renseignements pour ces finalités précises-là. Une fois que les finalités initiales ou les finalités pour lesquelles ont été recueillis les renseignements personnels sont accomplis, bien effectivement, il faut en venir à détruire. Le consentement, il devient invalide. Donc, il faut que soit que vous détruisez ou que vous anonymisez les données ou selon le délai de conservation là, qui est prévu dans la loi ou dans les lois qui s'appliquent selon le type de données. Même chose dans le cas d'un retrait de consentement. Ben, automatiquement, le consentement devient invalide dès le moment où l'individu vous informe qu'il ne veut plus que ces renseignements soient utilisés. Donc, vous devrez faire en sorte que le consentement soit retiré et détruire les données pour lesquelles le consentement avait été donné initialement. Je veux juste amener également une précision parce que je sais que j'ai eu des questions par rapport à ça dans le chat, et notamment, je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes des organisations à but non lucratif ou des associations qui recueillent des dons ou des donations auprès de certaines personnes pour assurer vos activités. Sachez que lorsque la finalité pour laquelle vous collectez des renseignements, l'étape 1 dans la diapositive que vous voyez à l'écran présentement, ben, c'est de traiter des dons et d'émettre des reçus fiscaux ou le cas échéant de communiquer aux fins de solliciter des dons ultérieurs. Bien, le consentement obtenu en vertu de la loi 25 ne vous dispense pas de devoir obtenir un consentement en vertu de la loi C-28, là, qui est dans le fond la loi canadienne anti-pourriel. Donc, si jamais vous voulez vous obtenez un consentement par rapport à la loi 25 et que vous voulez également, auprès de ces mêmes individus-là, pouvoir leur communiquer des messages électroniques commerciaux pour les solliciter dans le cadre des événements ou des associations qui permettraient de récolter des dons, vous devez pouvoir envoyer un message électronique commercial, obtenir un consentement également en vertu de la loi C-28. Je ne veux pas m'étendre plus longtemps sur le sujet parce qu'on est vraiment ici pour vous parler de la loi 25, mais sachez que ça ne vous dispense pas, vous devez obtenir les deux consentements nécessaires dans les deux situations. Donc, ça ferait le tour pour cette diapositive-là. Je laisserai la parole à Jacques. À moi. Merci Virginie. Et effectivement, c'est vrai que c'est ça, on voit que l'obtention des consentements, ça devient de plus en plus clé. Maintenant, l'idée, c'est de voir effectivement comment est-ce que votre outil de base de données va pouvoir vous aider là-dedans. Comme le mentionnait Virginie, jusqu'à présent, vous aviez déjà été sensibilisé à la gestion du consentement puisque vous deviez déjà obtenir des consentements sur les préférences de communication et aussi sur votre capacité à envoyer des communications de nature commerciale dans le cadre de la loi C-28. Donc avec la loi 25, maintenant, ça va venir un petit peu se complexifier puisque vous allez aussi devoir gérer l'obtention des consentements de partage de renseignements personnels et renseignements personnels sensibles. Donc nouvelle complexité, ça veut dire qu'il va falloir que vous puissiez vous assurer que votre base de données vous permette déjà, de centraliser la gestion des consentements dans un lieu unique, aussi que ça puisse vous permettre d'automatiser l'obtention de ces consentements-là. Et ça s'appliquera autant pour les données personnelles que pour les communications.
Et ce qu'on a pu aussi, nous en tout cas, nous rendre compte quand il y a eu la mise en place de la RGPD en Europe, c'est que vos contacts vont être de plus en plus sensibles et sensibilisés à tout ça. Donc il y aura aussi une attention particulière qui va être portée à une saine gestion de ce type de consentement. La base de données, ça va aussi devenir un outil de documentation, donc notamment dans le cas d'Audi, parce que ça va devoir vous permettre de tracer et de sauvegarder aussi, par exemple, ce qu'on appelle le registre de traitement. Par exemple, vous allez vouloir savoir est-ce qu'il y a eu des exportations de masse qui ont été faites dans votre base de données. Je prends un exemple, si demain un employé exporte l'ensemble des contacts de votre base de données, vous avez besoin que votre base de données trace le fait de quand est-ce que ça a été fait, par qui ça a été fait, pour que si jamais il y avait un incident de confidentialité, vous soyez en mesure de pouvoir répondre par rapport à ces éléments-là. Ça va être aussi important de voir l'évolution du consentement, puisque c'est ça, un consentement n'est pas fixe. Il faut que vous soyez capable en fait de suivre notamment les demandes de retrait, de suppression ou d'anonymisation. Je vais y revenir juste après. Et puis également, ça va devenir un registre des incidents de confidentialité, que ce soit des incidents avérés ou des incidents qui sont présumés. Ça sera important que vous puissiez aussi tracer ces différents événements au niveau de votre base de données pour que vous puissiez derrière, encore une fois, répondre en cas d'audit à ce sujet-là. Dernier point sur cette diapositive, c'est en tant que gestionnaire, vous allez être aussi en mesure de qualifier les renseignements personnels et sensibles dont vous disposez. Donc vous allez avoir besoin de pouvoir identifier en fait les données personnelles et sensibles que vous avez dans votre base de données, ce qui va vous permettre d'évaluer en temps réel la criticité des informations, mais surtout le volume, et ainsi pouvoir aussi évaluer votre niveau de risque et éventuellement mettre des plans de mitigation en face de ça. Prochaine diapositive, donc on parle de centralisation, on parle également donc de ce qu'on fait derrière de ces données-là. Donc, comme on le disait, après la centralisation du consentement, la loi implique que vous deviez mettre en place des procédures d'archivage une fois que la fin de la collecte a été atteinte. Donc là aussi, la base de données va pouvoir vous aider. Ça sera un outil assez central pour vous aider dans 3 traitements différents. Donc le premier, dont on a parlé, l'effacement. Déjà, premier niveau, il peut y avoir des normes, mais il faudra aussi que vous puissiez, enfin qui sont imposées par la loi, mais il faudra aussi que vous puissiez définir vos règles d'effacement de vos données. Et ensuite, voir dans quelle mesure, évidemment, ça sera en fonction de la complexité de ces règles-là, mais dans quelle mesure vous allez être capable d'automatiser ces traitements-là. Parce que c'est certain que ça va être de plus en plus délicat de laisser ce type de traitement à des personnes et finalement d'être dépendant en fait d'une action humaine. Donc, dans la mesure du possible, il faudra aller vers l'automatisation du traitement pour garantir la sécurité, puis aussi que ça soit un gain de temps pour la permanence de votre organisation. L'effacement des données, on l'a vu, ça peut être demandé par un contact également. Donc, il faudra aussi s'assurer que vous puissiez tracer les différentes opérations qui ont été faites relatives à une demande de traitement. Encore une fois, pour pouvoir répondre en cas d'audit et pouvoir démontrer les actions que vous avez mises en place à ce niveau-là. Un point de vigilance aussi sur lequel je voulais juste faire une petite emphase sur l'effacement. Ça s'applique aussi à l'anonymisation. C'est le fait d'avoir une attention à vos sauvegardes. Parce que souvent, quand vous utilisez une base de données qu'on appellera de production, donc celle que vous utilisez tous les jours, vous allez aussi normalement avoir une politique de sauvegarde qui est associée à ça. Et ces sauvegardes-là sont des photos, en fait, à un instant donné, de votre base de données. Donc, si vous procédez à de l'effacement dans une base de production, c'est pas pour autant que ça se répliquera au niveau des sauvegardes. Donc, il va falloir minimalement vous assurer que les sauvegardes de votre base de données que vous avez soient sur un environnement qui soit différent de votre environnement d'opération. Si vous ne souhaitez pas effacer vos données, parce que c'est quand même quelque chose d'assez drastique, il y a une alternative donc, dont Virginie et Camélia ont parlé, c'est l'anonymisation, ce qui est une procédure qui peut être vraiment intéressante pour vous, puisque si on prend par exemple l'exemple d'une fondation, vous pourriez décider en fait de pouvoir garder les informations qui sont relatives à des dons, donc des montants, des types de paiement par rapport à ça, tout en anonymisant les données personnelles de la personne qui a fait le don. Donc si on prend un donateur qui serait plus actif depuis par exemple, je sais pas, plus de 7 ans,
vous pourriez quand même garder en base la performance de la campagne que vous avez faite il y a 10 ans, tout en évitant de garder des informations, des renseignements personnels ou des renseignements sensibles, et donc ainsi pouvoir limiter votre risque. Ça va être évidemment bien important de s'assurer que le processus d'anonymisation il est irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver l'information par rapport à ça. Et puis l'autre élément aussi qui va être important, c'est encore une fois de s'assurer que quand on met en place des processus d'anonymisation, qu'on soit capable d'avoir une automatisation qui soit associée à ça. Dernier point, en termes, on va dire dans les 3 outils que vous pouvez avoir, c'est la notion d'archivage, qui est aussi une méthode qui peut être intéressante, puisque dans ce cas-là, à la différence de ce qu'on voyait tout à l'heure, une sauvegarde, l'archivage, c'est vraiment de dire que vous allez prendre toute une série de données, qui seraient par exemple de plus d'un certain nombre d'années, pour la mettre à l'extérieur de votre base de données de production, et ainsi garder en fait une base, une copie, mais qui soit avec un accès extrêmement restreint, probablement aussi sur des serveurs différents, pour qu'à des fins d'analyse, vous puissiez quand même la consulter, mais qu'en même temps, ça ne soit pas aussi ouvert que la base de production que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Donc, voilà par rapport à ça. Je vais maintenant laisser Atypique vous parler de quelques cas concrets. Oui, ben maintenant, on voit que le temps file, donc on va essayer d'être assez performant pour le temps qui reste. Donc, les mises en situation, ça a pour but de concrétiser un petit peu certains aspects de ce qui a été énoncé jusqu'à maintenant. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, il faut s'assurer que les échanges de données soient sécurisés. Ce que ça veut dire, c'est que, il faut changer les mentalités dans les façons de faire, puis il faut aussi utiliser des solutions simples pour que ça ne devienne pas très complexe d'échanger de données, mais tout ça doit être fait de façon sécuritaire. Moi, j'ai un point pour toi, Jacques, puis c'est un point que je veux absolument faire aujourd'hui parce que je l'ai vécu très souvent. Envoyer une base de données par courriel, on ne fait pas ça. On ne peut pas faire ça. C'est pas sécuritaire. Et oui, des fois, c'est vraiment plus simple que de l'envoyer par un site FTP, mais c'est pas si compliqué que ça, de l'envoyer par un site FTP. Chose certaine, à partir de maintenant, on ne fait plus ça. Ça fait plus partie de nos options. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas de lien, exemple, d'environnement sécurisé, vous voyez avec un fournisseur, si vous êtes un organisme et vous n'avez pas les ressources et les moyens de mettre ça en place, demandez à votre fournisseur, à votre contrepartie, de vous fournir un lien sécurisé pour le faire. Donc, ça peut être effectivement en termes de FTP pour des gens de fichiers, mais ça peut être aussi à travers des plateformes sécurisées dont le but premier est de faciliter l'échange et de contrôler aussi qui a accès et comment on y a accès. Donc, puis il y a aussi le volet des mots de passe, c'est une autre réalité. C'est-à-dire que parfois, on va échanger soit dans les chats ou soit échanger par courriel des accès, mais l'accès en soi, c'est pas top parce que ça peut être intercepté, on peut se faire pirater un environnement, mais au-delà de ça, si l'environnement en question détient des renseignements personnels, ça peut amener aussi à une fuite de renseignements personnels. Donc, dans les meilleures pratiques, c'est aussi d'utiliser des outils comme des gestionnaires de mots de passe qui, de plus en plus, font beaucoup plus que gérer des mots de passe. Ils peuvent même nous aider à sécuriser plein d'autres types d'informations dans le même environnement. Il y en a même qui sont dédiés à des environnements qui sont plus entreprises, je dirais, donc c'est facilitant de gérer tout ça d'une façon globale. Mais une chose est certaine, il faut changer les mentalités, de dire, quand on envoie par courriel, par exemple, à moins que les courriels aient une clé d'encryptage pour que ça soit sécurisé de bout en bout, la majorité du temps, partout où le courriel va transiter, tout le monde va voir ce qu'il y a dedans. Sauf qu'on peut quand même s'envoyer des mots de passe si ça ne donne pas accès à des renseignements personnels. Donc, on pourrait se l'envoyer par chat si on veut. Si on veut. Ça reste c'est pas la pratique la plus intéressante ou la plus sécuritaire, mais on peut assumer le risque si on veut, de le partager comme ça. Mais idéalement, on essaie d'avoir une seule politique qui est simple à gérer et qui est sécuritaire. Ça me semble bien logique. Bonne idée. Il faut s'assurer il faudrait s'assurer que les politiques d'utilisation soient disponibles. Quand je dis politique d'utilisation, c'est aussi la politique de confidentialité et d'utilisation des données personnelles. Et évidemment, comme on en a parlé précédemment, que tous les consentements soient obtenus. Fait que ça, c'est hyper, hyper important. Ce que ça veut dire concrètement, c'est, vous avez un formulaire web, vous avez un environnement numérique où vous demandez de l'information, il va y avoir un lien vers la politique en question, puis il va y avoir, lorsque c'est requis,
évidemment, l'autorisation qu'on puisse utiliser les renseignements qui sont utilisés. Donc, on continue à avoir nos opt-in conformément à C28, comme on fait habituellement, mais il faut absolument qu'on ait un lien vers la politique de renseignement personnel et aussi le consentement en lien avec les renseignements personnels. Donc, ça, c'est un changement qu'on doit tous appliquer dans tous les formulaires de dons et autres formulaires. Oui, tous les environnements. Exactement. Puis, juste pour vous rendre un peu plus concret aussi, qu'est-ce qu'une politique devrait comprendre? C'est qu'est-ce qui est collecté, pourquoi on la collecte, à quoi elle va servir, quels vont être les tiers. Un tiers peut être aussi un environnement numérique, là, donc un fournisseur, mais essentiellement, donc, tous ceux qui risquent d'avoir accès à cette information-là, les données sont hébergées où? Ça va être quoi la conservation des données? Donc, on en a parlé tantôt, un calendrier en fonction du type de données. Quelle va être la durée de vie de cette donnée-là? Puis comment on va en disposer par la suite? Et plus d'informations que ça encore. En termes de squelette, la politique va être constituée de plusieurs blocs. Et cette politique-là, ce n'est pas quelque chose qu'on fait un copier-coller d'un truc générique. C'est-à-dire que chaque organisme a sa réalité et normalement devrait adapter sa politique à sa réalité. Ce qui fait que, on ne devrait pas retrouver 2 fois la même politique sur Internet, ou du moins dans les environnements. Puis c'est un truc qui devra évoluer. Si jamais il y a des fournisseurs qui changent, si jamais il y a des pratiques qui changent ou des données supplémentaires qui sont requises pour d'autres fins, c'est clair et certain qu'il faudra aussi s'assurer de la mettre à jour pour que ce soit en toute transparence que les gens donnent leur consentement. Et le plus bel exemple, c'est Camélia qui donnait tantôt avec Tim Horton, où il ne devait pas récolter d'informations de géolocalisation. Et puis, alors, en plus de la récolter en tout temps, il récoltait aussi, il assignait les lieux où vous demeuriez, où vous travailliez, puis les moments dans la journée que vous alliez chez des compétiteurs. Donc, en termes de violation de droits privés, c'est de vie privée, c'est-à-dire c'était pas top. Donc, voilà pour ça. Donc, on va essayer de faire vite aussi, parce qu'il y a plusieurs associations, organismes qui font aussi des levées de fonds, du financement, et à travers notamment des campagnes publiques ou d'autres types d'activités en ligne. Donc, ça reste toujours bon d'échanger, d'inviter quelqu'un à participer à une campagne. Donc, ça pose pas de problème. Ceci dit, on voit parfois que des individus vont inscrire des gens de leur entourage ou des amis en fournissant des informations personnelles à des plateformes. Donc, ça, c'est une pratique qui va être à proscrire à partir de maintenant. OK. Donc, on invite quelqu'un à participer, mais on ne partage pas les données de la personne. On n'incite pas les gens à partager les données de leurs amis. Non, tout à fait. C'est simple que ça. Puis, il y a plusieurs raisons. C'est qu'ils vont devoir donner leur consentement. Par exemple, la personne fait un don en ligne. Est-ce qu'elle va vouloir que le don soit affiché publiquement? Parce que c'est des options qui sont parfois permises. Donc, de la même façon, ça peut venir avec un certain statut, puis le statut peut amener avec une certaine notoriété ou de la diffusion d'informations associées à ça. Donc, il faut que la personne fasse ses choix et puis aussi le fait de toute la mesure qui vient derrière. Donc, c'est dans les meilleures pratiques maintenant de rendre ça très, très clair si vous faites ce type de campagne. Parfait. Donc, on peut passer à la prochaine mise en situation. C'est important que les meilleures pratiques soient mises en place quand on est en collaboration inter-entreprise ou organisme. Puis, moi, une des premières questions que j'avais, c'était est-ce que je suis obligée de dénoncer un client qui a une mauvaise pratique parce qu'on s'entend que j'ai absolument pas envie d'aller là? Donc, je ne sais pas, Jacques, qu'est-ce que tu en penses? Essentiellement, ça s'applique à un client, mais ça peut aussi s'appliquer à un fournisseur ou un partenaire de qui on observe la même pratique. Donc, ça va dépendre vraiment de l'importance de l'incident en question. Donc, par exemple, on oublie que la loi était, par habitude, on a transféré un fichier Excel dans lequel il y avait, mettons, un nom, un prénom et un courriel avec une petite volumétrie. Je pense que l'approche constructive est probablement la meilleure chose à faire. C'est-à-dire, on va contacter la personne, on va indiquer que c'est une pratique qu'on ne veut plus avoir dans notre entreprise, on va expliquer, on va donner des solutions. On en a parlé tantôt, rendre disponible un moyen de communication sécuritaire pour transférer le data, puis faire en sorte aussi que les choses changent du côté
de la personne, de l'entreprise en question pour que ça ne se reproduise. Donc, d'être proactif de ce côté-là, c'est la meilleure chose. Par contre, il pourrait arriver que, je donne un exemple qui est un peu farfelu, mais juste pour illustrer, bon, ben, on a un fichier avec des numéros d'assurance sociale, par exemple, qui se retrouveraient dans un espace public sur le web. Par erreur, c'est extrêmement grave. Donc là, on n'a pas le choix. On doit à ce moment-là faire un constat d'incident et viser la commission d'accès à l'information ou de prendre tous les suivis parce que ça peut causer des préjudices là, aux personnes dont les renseignements étaient présents là-dessus. Donc, ça donne à peu près l'approche qu'on aurait tendance à faire, surtout au début où les gens vont tranquillement s'adapter au nouveau règlement. Puis, il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que, tu sais, on a tendance à faire beaucoup attention aux fichiers de dons, de donateurs, mais il ne faut pas oublier que c'est pour l'ensemble de l'entreprise. Puis, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on sait qu'il y a beaucoup de recrutement en cours. Bien, les CV qu'on recueille, on ne peut pas mettre ça n'importe où sur notre bureau d'ordinateur ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit stocké dans un environnement sécurisé. Même chose avec les données des employés. Donc, assurez-vous vraiment de ne pas avoir des œillères sur les donateurs et les dons. Michael, je te laisse le prochain point. Ouais, effectivement, il faut s'assurer au niveau du volet d'administration, l'accès aux environnements numériques. Évidemment, je ne peux pas être exhaustif là-dessus, mais il y a quelques cas de figure courants qui, à mon sens, demandent à ce qu'il y ait des règles ou des procédures qui soient mises en place pour limiter le risque. Déjà, nous, en tout cas, aussi ce qu'on peut constater, c'est déjà éviter, quand on parle d'accès à des bases de données, d'éviter les partages d'accès entre plusieurs usagers. Pourquoi? Parce que de base, ça va mettre en échec tout le processus de traçabilité qui est lié aux accès à l'information, aux modifications ou aux traitements qui sont réalisés. Je parlais tout à l'heure du registre de traitement. Donc, ça veut dire qu'on ne sait plus tracer quel utilisateur a fait quoi dans une base de données et donc ça génère de facto une vulnérabilité. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Isabelle, c'est vrai qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, donc il y a des arrivées, il y a aussi des départs de collaborateurs. Là aussi, je ne peux que réitérer l'importance d'avoir des processus qui soient liés autant à l'entrée qu'au départ des différents collaborateurs. Quand on parle de processus, on parle de stratégie de changement de mot de passe qui se fasse régulièrement. Alors on sait, c'est pas le fun de devoir changer de mot de passe, se rappeler d'un nouveau mot de passe, mais aujourd'hui, on peut plus passer de ce type de pratique-là. C'est aussi important de s'assurer qu'un utilisateur qui quitte l'organisation n'a définitivement plus accès aux données de l'organisation parce que là encore, et nous on le constate, on voit encore souvent des utilisateurs actifs alors qu'ils ont quitté depuis plusieurs mois l'organisation, là chez nos clients. Et donc ça veut dire qu'encore une fois, on recrée des failles et on recrée des vulnérabilités par rapport à ça. Et je pense qu'on va y revenir, mais c'est aussi le point qui est important dans la loi, c'est responsabiliser finalement l'organisation et l'ensemble des équipes. Donc j'ai plein de cas comme ça, mais on a presque plus de temps, donc je propose qu'on passe au top 10 maintenant des actions qui sont à notre top 10 en tout cas, des actions à prendre dès maintenant. C'est ça. Donc, oui. On nomme un responsable de la vie privée au sein de notre organisation. Oui, puis on vous rappelle que par défaut, la loi prévoit que c'est le plus haut dirigeant au sein d'un organisme ou d'une organisation qui est défini. Donc, vous en avez un d'assigné, mais on fait en sorte de choisir la meilleure personne pour le faire. C'est ça, donc on inventorie, on va faire un inventaire de toutes nos sources de données personnelles, toutes les sources à travers toutes nos plateformes, quel type de données on récolte. Et puis c'est super important de se poser la question, est-ce que toutes ces données sont nécessaires pour ce que maintenant j'ai à faire qu'est-ce que je vais faire avec par rapport à la nouvelle loi. Donc ça va nous servir, ça pour le point 3, qui est d'évaluer la sensibilité des données qu'on possède, donc la fameuse évaluation qu'on doit faire. Et donc, essentiellement, le prérequis pour faire ça, c'est d'inventorier toutes nos sources de données. Puis, on met en place un plan de gestion d'incidents puis de confidentialité. C'est vraiment pas le temps d'improviser quand il se passe quelque chose. Il faut savoir où on s'en va. Puis, on met en place une gestion des consentements lorsqu'on demande les renseignements personnels. On ne l'a pas assez dit pendant la rencontre, je pense qu'il faut le réitérer. On peut passer à la prochaine. Oui, mais je reviendrai juste un point par rapport à aux incidents de confidentialité. De savoir déjà qui contacter et c'est quoi la séquence, c'est super important. Mais sachez aussi que
en tant qu'organisme, si vous avez des assureurs, auprès de vos assureurs, parfois, ils offrent le service d'assistance en cas d'incident. Donc, ça peut être technologique, mais ça peut être aussi suivi conseil, là, pouvoir vous accompagner lorsque des cas d'incident. On peut passer au prochain. Donc, qui était, oui, la fameuse politique en question. Donc, évidemment, ne tardez pas. Donc, rédigez dès maintenant votre politique de confidentialité. Et puis, rendez-la disponible. Ça peut prendre un certain temps, évidemment, parce qu'il y a un processus derrière ça. Donc, faites-le maintenant. Puis, je vous rappelle pourquoi on demande des renseignements personnels, comment on va les utiliser, comment ils vont être partagés et comment ils vont être conservés, qui sont les tiers qui pourraient avoir accès à ces données-là, le calendrier de conservation, etc., etc. Donc, c'est tout ça, il y a beaucoup d'éléments. Donc, pensez-y dès maintenant. N'attendez pas en 2023. Puis mettez en place vos mécanismes sécuritaires pour échanger les renseignements personnels. Oui, puis j'ai terminé tantôt avec le fameux calendrier de conservation, mais quand vous allez avoir fait votre inventaire, ça va être aussi de voir selon les types, le calendrier peut changer. Donc, vous récoltez des données dans un tel contexte, mais vous pouvez en récolter dans d'autres contextes, donc d'être capable de bien gérer, Michaela en a parlé aussi, et nos amis de KPMG aussi, donc d'être capable de ventiler ce calendrier-là selon les types de données. Ouais, tu sais, l'important, c'est de dire c'est quoi vos durées, puis de les respecter, puis de les divulguer, puis d'obtenir le consentement. Puis finalement, point 9 de notre top 10, on restreint l'accès aux données personnelles seulement à ceux qui en ont besoin. Puis, dernier point, et c'est vraiment ma recommandation, la chose que vous devez faire en sortant de la rencontre, oui, il y aura des formations auprès de l'ensemble des employés où vous travaillez, mais dès maintenant, c'est important que tout le monde comprenne globalement où on s'en va, c'est-à-dire que la loi 25, c'est qu'on va collecter uniquement les informations qu'on a besoin et on divulgue qu'on collecte ces informations-là. On obtient le consentement de cette information-là et on manipule la donnée de façon sécuritaire et responsable. Donc, propagez cette bonne nouvelle-là à tous ceux que vous pouvez. Puis voilà, tout le monde va être conscientisé. Ce n'est pas l'affaire d'une personne dans son coin, c'est l'affaire de tous. Voilà, puis profiter de ça comme tremplin vers la conclusion. Donc, ce qu'amène la loi 25, c'est une pratique, c'est des pratiques qui sont attendues par beaucoup de gens depuis longtemps. Donc, c'est bien qu'il y ait des gens qui soient disponibles et qui sont d'accord pour partager des informations personnelles dans certains contextes, ils veulent quand même avoir un contrôle sur qu'est-ce qui est partagé et comment ça va faire, puis donner leur consentement. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, moi, je résumerais ça en une phrase, à vrai dire. Vous manipulez, vous récoltez des données personnelles, mais ça vient maintenant avec une responsabilité, puis vous êtes imputable de ça. Donc, c'est pour ça que moi, je terminerai avec cette question-là, c'est de se dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin de cette donnée-là? Donc, si vous vous posez cette question-là, ça va peut-être aussi simplifier votre travail. Oui, effectivement. Puis l'autre point, c'est ça, c'est que en fait, quand on parle d'évolution légale, je pense qu'il faut toujours qu'on garde à l'esprit l'angle aussi de l'opportunité. On a vu déjà réduire la collecte d'informations personnelles. Si on regarde d'un point de vue marketing, c'est aussi faciliter un don, faciliter un membership ou une inscription à une activité. Puis, Jacques, tu l'as bien dit, c'est des changements qui sont attendus par les gens. Donc, un peu comme la C28 a permis de mieux profiler les contacts pour leur adresser moins de quantité de communication, mais avec une meilleure qualité. Je pense que je suis même assez convaincu que la loi 25, ça va permettre de mettre en œuvre des procédures en fait, qui vont permettre de limiter les risques de vos organisations quant à des fuites de données. En plus de ça, quand on met en place des procédures d'effacement, notamment, on va aussi être enfin, on va dire, parce que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on a cet enjeu-là, pouvoir répondre à un enjeu qui est quand même assez connu dans les bases de données, c'est l'obsolescence anthropique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, dans une base de données, il y a toujours plus de données qui s'ajoutent que de données qui s'enlèvent. Et si on regarde ça d'un point de vue un peu plus écologique, c'est aussi une opportunité pour réduire la taille des bases de données, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la pollution numérique, c'est pas la pollution la plus importante, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre.
Par contre, on sait aussi que c'est une de celles qui a la plus grosse dynamique et que ça risque de doubler à peu près d'ici 3 à 4 ans. Donc je pense qu'on peut aussi voir cette loi comme une opportunité d'améliorer nos pratiques. Virginie, tu voulais y aller ou? Vas-y, je te laisse Okay. aller. Ben, en fait, moi, sans répéter tout ce qui a déjà été dit, en fait, je vous invite vraiment là, un outil qui est super important, qui est mis à votre disposition. C'est l'espace évolutif de la CAI, donc de la Commission d'accès à l'information. Sur ce site, ils vont mettre les lignes directrices au fur et à mesure. Ils vont vous fournir des outils aussi. J'ai vu une question qui disait est-ce qu'il va y avoir des espèces de templates de politique de confidentialité? Bien, ça, on n'en sait rien, mais éventuellement, il se pourrait, donc il faut garder l'œil ouvert puis aller consulter fréquemment le site de la CAI parce que ça va pouvoir vous être utile en tant que petite organisation. Donc, je ne sais pas si on a le temps de faire quelques questions. Là, on en a vraiment reçu beaucoup. Par exemple, je ne sais pas, Virginie, est-ce que tu pourrais répondre à la question la responsabilité peut-elle, non, le responsable peut-il être attaqué aux yeux de la loi ou l'entreprise reste responsable en cas de problème? Ben, en fait, pour bien répondre à la question par rapport à ça, c'est que, dans le fond, c'est toute personne qui exploite une entreprise qui est responsable de la protection des renseignements personnels, puis elle peut justement demander à une personne d'avoir la charge de s'assurer que la loi est respectée, mais n'empêche que c'est l'entreprise qui demeure responsable des renseignements qu'elle recueille. Donc, effectivement, le responsable va s'assurer de la mise en œuvre ou de la conformité de l'entreprise à tous les niveaux, mais reste que c'est l'entreprise qui est responsable de la protection des renseignements personnels. Merci Virginie. Il y a eu énormément de questions. On a une vingtaine de minutes pour les traiter, donc on va essayer d'enchaîner. Une question de Simon. Comment les informations relatives aux cartes de crédit doivent-elles être conservées et pendant combien de temps? En fait, ça, au niveau des cartes de crédit, il y a des normes précises qui s'appliquent. Le PCI, là, si je peux vous la nommer vite comme ça, là, mais il faudrait aller creuser davantage sur les critères au niveau de la conservation adéquate, mais n'empêche que c'est des renseignements personnels et vous devez les conserver pendant un délai qui est vraiment précis. Donc, si je peux faire un parallèle un peu avec une autre question que j'avais lue, à savoir que parfois, il y a des donateurs qui donnent sur une base régulière. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec les renseignements personnels? Est-ce qu'on doit les détruire à chaque fois ou si on peut les conserver sur une plus longue période? Sachez qu'un donateur qui donne sur une base régulière par carte de crédit, quoi que ce soit, il y a possibilité de conserver ces informations personnelles pendant le moment où il donne, il fait des dons. Par contre, si à un moment ou à un autre, il cesse de répondre à la demande pour faire un don et que cette arrêt-là de don se fait pendant plus de 2 ans, mais après 2 ans, vous devez détruire les renseignements personnels de cette personne-là. Vous ne pouvez pas les conserver, même si vous tentez de le solliciter à nouveau, mais qu'il ne donne pas. À un moment donné, il y a une limite là, à la conservation des données, donc vous devrez les détruire, puis éventuellement réussir à aller le rechercher comme donateur, puis à demander à nouveau ces renseignements-là. Vous ne pourrez pas les conserver à vitam aeternam. Merci Virginie, ce qui est un peu une mini-révolution dans le monde de la philanthropie par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça. Isabelle, oui, tu voulais ajouter? Oui, moi, j'aimerais ça rajouter un peu par rapport à ça. Je pense qu'il va falloir comme tu disais, qu'on porte attention à l'évolution, tout ça, parce que c'est assez commun des tactiques de réactivation de donateurs, puis des fois, on peut monter jusqu'à 7-8 ans, puis c'est performant. Donc, moi, je suis sous l'impression, et encore là, Virginie, tu pourras me corriger selon ton expertise juridique, mais si dans notre politique de renseignement personnel, on divulgue un calendrier où on garde les coordonnées d'un donateur, puis qu'on respecte ce calendrier-là, j'imagine que ça convient, n'est-ce pas? Ben, en fait, il faut que ça réponde à un besoin d'affaires. Donc, si vous lui dites que vous les gardez pendant 5 ans, puis que vous lui divulguez ça, puis que lui, parce que vous avez des besoins précis à répondre avec cette conservation-là, puis que la personne
vous contacte pas pour vous dire non, je veux que vous retirez absolument mes renseignements personnels, ben en fait, c'est un peu sa responsabilité aussi à faire en sorte qu'elle retire son consentement si elle le requiert elle-même. Mais il faut quand même respecter également les délais de conservation qui sont prévus par la loi. Il y a différentes lois également, que ce soit les lois un peu plus au niveau fiscal ou à d'autres niveaux, qui vont requérir de conserver des données pendant un nombre spécifique d'années. Et après ce nombre d'années-là, si il n'y a plus rien qui justifie la conservation, vous devez les détruire. Exact. Puis, tu sais, c'est assez pratique commune, justement. Tu sais, comme le besoin d'affaires, si tu veux, d'un organisme, c'est de collecter des dons pour être en mesure d'assurer des services auprès de la population ou autre, là, dépendamment. Bien, c'est sûr que les activités de collecte de fonds sont prioritaires pour un organisme. Donc, moi, je dirais à tous de faire ça, de s'assurer d'avoir le calendrier qui est adéquat aux méthodes de sollicitation qui vont être faites. Absolument. Il y avait juste une question qui était assez rapide, mais qui, à mon sens, concerne évidemment l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui à ce webinaire. On parlait tout à l'heure de nommer un responsable des données dans une organisation à but non lucratif. Est-ce que cette personne-là doit-elle être approuvée par le conseil d'administration? Je dirais que oui, étant donné que c'est le conseil d'administration qui est considéré comme étant le plus haut dirigeant de l'organisme. Donc, oui, elle devrait être désignée et approuvée par le conseil d'administration. OK. Alors, autre question. Dans la loi, il est question d'organismes publics. Est-ce que cela s'applique également aux organisations privées? En fait, la loi 25 couvre autant les organismes publics que les organismes privés. En fait, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et la loi sur l'accès, attends un petit peu, je ne vais juste pas me tromper du nom exact parce qu'il est quand même assez long comme nom. C'est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Donc, ces deux lois-là sont couvertes par les dispositions modernisées de la loi 25. Puis, si je peux ajouter par rapport à ça, c'est sans regard au nombre d'employés qu'il y a au sein de l'organisme ou de l'entreprise. C'est quand même important de préciser. Oui. OK. Une autre question. Est-ce que l'étude d'impact sur la vie privée équivaut à l'EFPV? Le VP. Ben, j'aurais Le FVP, pardon. Oui, en fait, l'étude d'impact à la vie privée, j'ai jamais vraiment entendu ce terme-là. En fait, du côté européen, ils appellent ça un PIA, un Privacy Impact Assessment, que nous, on a francisé en disant que c'est une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et qui est en fait une vérification diligente des tiers ou des endroits où les renseignements peuvent être transférés ou partagés et qui fait en sorte qu'on valide dans le fond les contrôles et les mesures de sécurité qui seront mis en place pour protéger adéquatement les renseignements personnels. OK, merci. Quelle est la première étape incontournable pour mieux adresser la loi 25? Bien, en fait, ce qui serait la première étape à faire, c'est notamment de prendre connaissance de la séquence d'entrée en vigueur des dispositions de la loi. Camélia l'a expliqué tout à l'heure, en fait, ça se fait sur une séquence de 3 ans et le plus de travail qui va être requis d'être fait, ça va être en 2023, en septembre 2023, où il y a vraiment une liste d'exigences qui vont entrer en vigueur à ce moment-là, qui requièrent un peu plus de travail, c'est-à-dire de s'assurer que vous avez des politiques ou des procédures en place qui sont adéquates, qui viennent couvrir tous les aspects au niveau de la transparence également et du consentement envers les nécessaires d'être obtenu dans le cadre d'une collecte de renseignements personnels. Mais pour d'ici 2022, le septembre 2022, ce qui est requis, c'est de nommer un responsable, ce qui est relativement facile à faire et rapide. Il faut vous assurer, si vous avez des incidents de sécurité ou de confidentialité qui surviennent, d'avoir un registre dans lequel vous les conservez. Puis un registre, là, je sais qu'il y a une question qui a été posée tout à l'heure, mais le registre d'incidents de confidentialité, ce qu'il doit contenir vraiment, c'est le moment où l'incident est survenu. C'est quoi les renseignements qui sont touchés par cet incident-là? C'est qui l'a découvert, en fait, là. Parfois, ça peut être à l'interne ou des fois, ça peut être un client qui vous fait part du fait qu'il a été peut-être victime d'un vol d'identité ou qu'il s'est rendu compte que ces données avaient été
avait été prise à un moment où il n'avait pas donné son consentement ou quoi que ce soit. Et vous devez également énoncer les mesures de sécurité et les contrôles de sécurité qui sont en place et ce que vous allez mettre en place pour mitiger le risque, c'est-à-dire éviter que ça survienne à nouveau. Donc, c'est vraiment, rapidement, là, c'est ce qui doit contenir un registre d'incidents de confidentialité. Puis, sachez qu'un incident de confidentialité peut être très banal, mais il faut quand même qu'il soit bien répertorié dans le document parce que c'est possible que le régulateur, étant donné que la Commission d'accès à l'information va avoir de plus en plus de pouvoir à partir de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi, bien, ça veut dire qu'il faut que vous soyez le plus transparent possible et que vous collaborez d'une façon transparente envers la Commission d'accès à l'information pour qu'elle puisse valider ce que vous avez fait pour éviter ce type de situation-là. Et parce que Camélia l'a mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup de sanctions qui sont assez salées là, si jamais un organisme ou une entreprise ne respecte pas la loi et ne se conforme pas non plus. Donc, ça serait important de pouvoir vraiment faire état de beaucoup de transparence envers les pratiques et les mesures que vous allez mettre en place là, pour éviter ce genre d'incident-là et pour protéger davantage les individus. Je rebondis sur ce que tu disais, Virginie, parce qu'on avait une autre question qui était de savoir si le responsable, justement, pouvait être attaqué aux yeux de la loi, ou est-ce que c'était l'entreprise ou l'organisme qui restait responsable en cas de problème? Ben ça, je crois que j'y ai répondu tout à l'heure, mais je peux répondre à Ok, nouveau. En fait, excuse-moi, parce qu'en même temps, je suis en train de lire les questions, j'essaie de... Comment? T'écoutais pas, Michael? Si, j'essaie d'être le plus multitâche Je fais des possible. blagues, je fais des blagues. Mais il y avait une autre question qu'on n'a pas répondu, c'était la différence entre anonymisation et effacement. Donc celle-là, je vais peut-être prendre au moins le début de la réponse par rapport à ça, pour juste reparler très concrètement à quoi ça ressemble. C'est ça, on a parlé de l'effacement. L'effacement, c'est vraiment de dire que demain, encore une fois, je prends l'exemple d'un donateur, j'ai le nom, le prénom d'un donateur, sa date de naissance par exemple. L'effacement, ça veut dire qu'à un moment donné, j'efface la donnée, je n'ai plus accès à cette information-là. Et donc, ça veut dire aussi que éventuellement, j'ai plus accès non plus à savoir qu'est-ce qu'il m'a fait comme don. Admettons que c'était il y a plus de 10 ans, là, moi, je vais perdre la trace de ça. L'anonymisation, ça peut être de dire, en fait, je ne verrai plus ni le nom ni le prénom, mais par contre, je garde une trace des actions, donc du don, par exemple, qui aura été fait au cours des dernières années, ce qui me permet, à des fins d'analyse, de pouvoir garder, conserver l'information par rapport à ça. Donc, c'est quand même une différence qui est assez essentielle, et c'est clair que l'anonymisation peut être une alternative à l'effacement. Comme je le disais tout à l'heure, il faut s'assurer qu'en tout cas, c'est un processus qui est irréversible. Donc, ça c'est bien important par rapport à ça. Je ne sais pas si Jacques ou Isabelle, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus. Sinon, je peux passer à d'autres questions. C'est super clair parce que la réalité, c'est que si on passe à l'effacement, on perd aussi les statistiques et tout ce qui vient avec parce que c'est carrément un trou dans la base de données. Il faut expliquer ça comme ça. Alors que l'anonymisation, quand c'est possible, ça nous permet d'avoir des statistiques de haut niveau, de savoir que telle année, on a encore des statistiques qui sont toujours valides par rapport à nos levées de fonds, par exemple, au financement, etc. Donc, c'est dans la mesure du possible. Il faudrait peut-être éviter d'effacer purement. Mais ceci dit, quand il faut le faire, c'est également prescrit. Mais voilà. Autre question, est-ce que toutes les données des contacts de notre CRM doivent être hébergées sur des serveurs situés exclusivement au Canada? Et est-ce que tous les processus de transaction de cartes de crédit doivent se faire au Canada? Je peux répondre à la première question. En fait, vos données peuvent être hébergées où vous le souhaitez, là, chez votre fournisseur de services qui héberge vos données. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, à partir de septembre 2023, il sera requis, lorsque vous transférez des données à l'extérieur du Québec, de vous assurer que vous avez effectué une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée envers ce fournisseur-là. Donc, vous devrez valider le fournisseur qui héberge vos données. Est-ce qu'il a mis les mesures et contrôles de sécurité adéquats en place pour protéger la donnée que vous lui partagez pour l'entreposage? Donc, ça va être ça qui va être important d'être fait. Mais il n'y a rien qui empêche une organisation ou une société de transférer ces données pour être hébergées à l'extérieur du Québec. Il faut juste s'assurer que les mesures de protection seront adéquates et équivalentes à si elles étaient restées au Québec. Ouais, et pour rebondir là-dessus, ce qui est bien important, parce que des fois c'est un peu mêlant le mot transfert, mais effectivement dire que demain un organisme utilise une base de données, c'est déjà un transfert en fait de données vers un tiers, puisque le logiciel en tant que tel est déjà un tiers. Donc nous en tant que Donnet, on est déjà un tiers par rapport à ça. Donc effectivement, c'est bien important de pouvoir faire l'analyse et puis éventuellement de le mentionner aussi
dans la politique de confidentialité. J'ai pas lu toutes les questions, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y en a plein, mais est-ce qu'il y a côté Isabelle, Jacques, est-ce qu'il y avait des questions auxquelles vous vouliez répondre? On va aller voir. Il y en avait une tantôt que j'ai vue qui était dans le chat plus que dans les questions, mais exemple, comment obtenir le consentement lorsqu'on récolte un don par téléphone. Là-dessus, les pratiques sont simples, c'est-à-dire qu'on doit enregistrer, la plupart des centres d'appel, ceux qui pratiquent ce genre d'opération-là, vont enregistrer les conversations, sauf évidemment le moment où la personne donne un numéro de carte de crédit, par exemple. Et cet enregistrement-là est conservé en cas de litige pour plus tard. Généralement, c'est maximum 2 ans, après on détruit les enregistrements. Mais c'est ça. Donc, pour répondre à cette question-là, ça, c'est facile. Mais non, mais moi, je rajouterais, ça veut dire, dans ce cas-là, puis moi, j'ai vu cette question-là, puis j'avais pas une réponse. Je trouvais que c'était une excellente question, en fait. Fait que moi, je me permets de te poser une question, Jacques. Est-ce que ça veut dire que dans nos scripts de télémarketing, il faut prévoir de divulguer comment on va utiliser la donnée et dire est-ce que vous consentez? Est-ce que ça va jusque-là? C'est le principe de transparence. C'est un peu comme quand des fois, il y a un message automatique qui nous dit que cette conversation pourrait être enregistrée pour telle fin. Donc, ça va être un peu le même principe. Où on va. Donc, c'est comme on prend vos coordonnées pour faire la transaction et possiblement pour vous solliciter par la suite pendant une durée de X temps. C'est ça. Sans que ce soit un message automatisé, l'agent ou la personne, l'agent va le mentionner avant de prendre l'information. Ça alourdit un appel quand même. Isabelle, je confirme qu'effectivement, il va falloir que le script soit changé là, pour justement recueillir le consentement puis être le plus transparent possible, comme l'exige la loi là, au niveau de la vie pour obtenir un consentement qui est valable. C'est un super bon point. Là. Merci. Je ne vois pas qui a posé la question, mais c'est un super bon point. J'ai une question que je trouvais important de probablement répondre également à une question de Jessica, parce que je pense que ça doit toucher plusieurs organismes là, qui font appel à des bénévoles justement pour parfois recueillir des dons, puis qui doivent d'emblée recueillir des informations par rapport aux donateurs, donc des renseignements personnels des donateurs. Elle demandait si on devrait cesser cette pratique ou du moins lui faire signer un document de confidentialité. Absolument. En fait, je ne crois pas que ce soit nécessaire de cesser cette pratique-là parce que je pense que nos bénévoles sont nécessaires puis ils jouent un rôle vraiment important dans tous les organismes à but non lucratif. Mais n'empêche que de faire signer une entente de confidentialité à ces bénévoles-là parce qu'ils justement ils manipulent et ils recueillent des renseignements personnels serait une très bonne pratique à adopter pour éviter des problèmes ou même assurer une protection adéquate là, aux renseignements personnels. Oui, il y a un autre point aussi que j'aimerais aborder, puis Virginie, tu me compléteras. On a passé très vitement sur la C28 tout à l'heure, puis c'était pas le but de la présentation aujourd'hui. Mais dans le fond, il faut comprendre que la loi 25, elle s'ajoute à la C28. Donc, les dispositions qu'on a dans C28 présentement, avec différentes exemptions face aux messages électroniques commerciaux, ça reste, le opt-in implicite, explicite, tout ça, ça continue. C'est juste qu'en plus, au niveau des renseignements personnels, il faut qu'on aille collecter le consentement. Fait que ça ne veut pas dire que ça change C28, c'est un élément en parallèle. Exactement. Je vais peut-être juste prendre. On a certains clients dans la salle. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées au côté Edonet justement sur notamment quelles sont les bonnes. Enfin, on parle de bonnes pratiques. Qu'est-ce qui change dans l'offre d'Edonet? Quelle évolution de service on propose? Et puis c'est pas propre à Edonet, mais c'est certain que en tant que base de données, nous, on se doit de s'adapter en fait aux évolutions législatives. Donc c'est certain que le fait qu'on est un éditeur européen, on a été très fortement confronté à la RGPD. Beaucoup de choses de la loi 25 sont inspirées par la RGPD, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est sûr que on va on va proposer, offrir des outils pour faciliter en fait cette gestion-là, et notamment sur tout ce qui est procédure, identification des renseignements personnels et sensibles, procédure automatisée d'anonymisation des données ou de suppression des données. On va aller assez loin aussi pour identifier qui sont les responsables, quels sont les types de données qu'il va y avoir. Donc, on est vraiment, on est à fond là-dedans, et donc, on apportera évidemment après des réponses à nos différents clients. C'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, mais en tout cas, sachez que si on a souhaité faire ce webinaire, c'est parce qu'évidemment, on est
totalement concernés pour vous accompagner à ce niveau-là. Puis, moi, je mentionnerais aussi le point que Camélia a dit en conclusion tout à l'heure est tellement pertinent, tu sais, de suivre l'évolution de ce que la CAI va partager comme information, parce que comme toute loi, ça commence par un énoncé de loi. Il y a énormément de flou et de zones non définies, puis c'est important de suivre quelles vont être les pratiques, quelles sont les décisions qui sont prises et tout, parce qu'il y a, tu sais, il y a des questions qui sont posées qui sont très bonnes, qui ne sont pas 100% balisées, là. Il y avait une question qui était autour du Patriot Act. Je crois qu'en raison du Patriot Act américain, les données ne peuvent être conservées sur des serveurs situés aux USA. Moi, je peux peut-être apporter un élément là-dessus. Le Patriot Act, c'est pas que ça ne peut pas être conservé sur les serveurs situés aux USA, c'est juste que il y a plus de risques en ayant la donnée sur des serveurs aux USA d'être effectivement sous le coup du Patriot Act, qui fait que ça donne des droits d'accès à l'information par le gouvernement américain. Et donc c'est sûr que les États-Unis sont souvent les derniers serveurs recherchés quand on parle de localisation des serveurs. Je pense que cette loi, elle amène de plus en plus la volonté d'avoir les données au Québec ou au Canada. On l'a vu un peu, l'Europe est assez proche en termes de normes, mais c'est sûr que les États-Unis, par leurs différentes lois, font un peu peur en termes par rapport à la capacité comment dire, à garder les renseignements personnels confidentiels. D'ailleurs, j'ajouterais, je terminerai avec ça, c'est au niveau de la politique que vous allez afficher, ben, on l'a mentionné tantôt, où sont stockées nos données, ça va être indiqué, puis les risques, pour les risques, entre les conséquences associées au Patriot Act, si les données sont hébergées aux États-Unis, font partie de la politique, donc la personne en toute transparence pourra le voir, mais effectivement, on ne privilégie pas de l'hébergement de données aux États-Unis. Il y avait une question, est-ce que l'archivage dispense de l'anonymisation ? Bien, l'anonymisation, en fait, moi, si je peux préciser à ce niveau-là, l'archivage, je pense que Michael, tu seras plus en mesure de répondre. L'anonymisation, c'est vraiment, c'est soit une fois que la finalité pour laquelle vous avez recueilli les renseignements personnels est arrivée à sa fin, est-ce que vous les détruisez ou vous les anonymisez parce que justement, vous avez une raison légitime et sérieuse de les anonymiser pour les réutiliser à d'autres fins, mais il faut s'assurer que dans l'anonymisation, les personnes ne sont plus identifiables, donc il n'y a plus moyen de les identifier, puis c'est irréversible, comme on l'a mentionné précédemment. Autre question, lorsqu'une personne répond... c'est la dernière question, allez, parce qu'il est 30. Lorsqu'une personne répond à un sondage au nom d'une entreprise en indiquant son nom et prénom, est-ce qu'il s'agit bien de renseignements personnels ? Oui. Je pense que la réponse est oui. C'est des informations qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne. C'est considéré des renseignements personnels à la définition de la loi. Excellent. Bon, 13h30, on s'était assuré qu'on ne pourrait pas dépasser parce que parmi les animateurs, il y a d'autres engagements. En tout cas, je voulais remercier l'ensemble des participants puisque vous avez été vraiment nombreux. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Et puis, je voulais évidemment remercier Isabelle, Jacques, Camélia, Virginie, pour toute l'implication que vous avez eue pour l'organisation de ce webinaire. C'est vraiment un sujet on s'est vraiment mis dedans. Et donc, on espère qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Et puis, qu'on va pouvoir continuer à avancer ensemble sur ces sujets-là. On vous partagera la présentation, en tout cas, on vous partagera le rattrapage de ce webinaire. Vous aurez aussi nos coordonnées si vous avez des questions complémentaires. Un très grand merci pour votre présence. Au plaisir. Merci. Merci.